Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. C'est qui ignorent me disent tout haut, tu ne vas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. n'était pas libre de s'évader. Une situation intenable à laquelle le président de la République a mis fin hier soir. La France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France. Nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Aux yeux de crocodile veulent mon échec, je souhaite ma misère. Et voilà mon problème. Donc, point de présentation. Néanmoins, une fois de plus, je vais solliciter Majed pour nous présenter notre invité de ce soir. Je veux juste préciser que tout ça s'inscrit dans le cadre de notre série sur aux origines de la dissolution de la Macronie, et nous allons consacrer cette soirée à un épisode qui a pris pas mal de temps, mais qui a été complètement occulté par les médias français, vu les conséquences quand même assez désastreuses des exploits donc de Macron l'Africain. C'est ça dont il va être question ce soir. Et sans plus attendre, je passe la parole à Majed qui va nous faire la présentation de Leslie Varenne, qui est donc notre auteur de ce soir. Merci Dominique d'avoir organisé cette soirée. Pour un livre quand même qui est fondamental, parce qu'il s'agit d'une partie de la politique française que tout le monde tait, parce qu'il y a un fiasco, vous l'avez appelé défaite, mais c'est un fiasco total macronien, mais ce n'est pas que macronien, parce que le tout a commencé avec d'abord la Côte d'Ivoire, Leslie qui a déjà écrit un livre essentiel sur le coup d'État ou l'intervention militaire française qui a nommé Ouattara comme président de la Côte d'Ivoire. Et à l'époque, il a été presque boycotté, si ma mémoire est bonne, parce qu'on n'avait pas accès aux médias qui l'ont passé sous silence. C'était sous Sarkozy. Parce que le tout a commencé avec Chirac, puis avec Sarkozy. Parce qu'on se rappelle comment il a appelé... Ça avait même commencé avant, voilà. Avec Mitterrand, on la peut France, dire. Afrique et tout ça. Mais ça a pris quand même un tournant assez grave. Surtout que la France manquait de moyens, de plus en plus manquait de moyens. Elle n'avait plus les moyens de sa politique. Bon, mais... Leslie, c'est une journaliste battante et chercheuse qui cherche la petite bête partout. Et qui trouve. Et qui trouve, et qui ne se contente pas de ce qu'on lui raconte, parce qu'elle cherche, il y a toujours le pourquoi, comment. Et elle fait un véritable travail d'investigation. Et là, ça a donné son livre d'investigation sur le Mali et le Sahel surtout, parce qu'il n'y a pas que le Mali. Et moi, je dirais que même au-delà du Sahel, parce qu'il y avait l'Afrique centrale, la Centrafrique, le Sénégal, maintenant, le Congo, et le Tchad Congo, la Guinée, qui arrive, le Niger, voilà. Tout le monde. Et donc,
Michel Rimbaud, qui était ambassadeur en Afrique, dans plusieurs pays africains, et à qui on doit un livre fondamental sur le Soudan, parce qu'on ne peut pas séparer tout ce qui se passe dans le Sahel avec en Libye. C'est le Sahel encore. Hein. Voilà, c'est toujours le Sahel et l'Afrique du Nord, d'où le titre de l'émission de ce soir. Donc il a lu le livre et il va faire son analyse. Un commentaire bien informé. Voilà. Donc je passe d'abord la parole à Leslie. Et Michel conclura. Ah, non, c'est comme tu veux. Non, ça va, si tu présentes. C'est à toi qui te présente. À vous, Leslie, à vous la parole. Merci. Bon, d'abord, je voudrais remercier tout le monde d'être ici, remercier Dominique, remercier Michel et Majed qui m'accompagnent et qui vont me soutenir au cas où je manque un mot. Je suis très contente d'être ici et je vais essayer de vous présenter le Emmanuel au Sahel, itinéraire d'une défaite. Alors, ce livre, quand même, je tiens à dire que ce livre est sorti le 21 mai, soit un peu avant la dissolution. Et au moment où je le sors, j'ai des amis bien... C'est peut-être le livre qui l'a provoqué. Sûrement d'ailleurs. Mais j'ai certains amis me disant mais Leslie, tu tapes un peu fort, etc. Et je dis je n'écris que des faits. Et puis oui, mais peut-être que Macron a eu une réussite dans sa politique africaine. Je leur ai dit écoutez, citez-moi une. Personne n'étant capable de citer une... et donc, je me retrouvais à être quand même un peu virulente. Et je m'aperçois que depuis la dissolution, j'ai l'impression de tirer sur une ambulance. Parce que tout le monde est beaucoup plus virulent que moi. Et tout d'un coup, on parle d'un président autoritaire, un président déconnecté du réel, un président... Et en fait, c'est tout ce que je raconte dans le livre. Et j'ai l'impression que les gens découvrent ce que tous les gens qui ont suivi la politique africaine de Macron depuis 7 ans savent. Et en réalité, c'est comme si tout d'un coup le rideau s'était ouvert, alors que nous, on sait depuis longtemps, on sait qu'il était capable de prendre des décisions qui pouvaient nuire aux pays africains et à la France. On sait qu'il pouvait prendre des décisions du jour au lendemain, comme il l'avait fait d'ailleurs lorsqu'il avait décidé de suspendre l'opération Barkhane tout seul, sans en parler à aucun de ses alliés, et même au premier concerné qui étaient les Maliens. Ça c'était en juin 2021, le ciel nous est tombé sur la tête à ce moment-là. Donc nous, on n'est pas surpris de ce qui se passe en France. Mais tout d'un coup, les commentateurs découvrent quelque chose. Ce qui est surprenant, c'est que tous ces gens qui se réveillent, pendant 7 ans, n'ont rien dit. Dans mon introduction, dans la conclusion de mon introduction, je dis que ce n'est pas seulement la défaite d'Emmanuel Macron, parce que c'est une défaite en race campagne qui a eu lieu pendant 7 ans au Sahel. C'est pas seulement la défaite d'Emmanuel Macron, c'est l'échec de tout un pays. Et pourquoi je dis que c'est l'échec dans tout un pays? Parce que pendant 7 ans, il n'y a eu personne pour s'opposer à ces décisions arbitraires. Il n'y a eu personne pour questionner, en France, il n'y a eu personne pour questionner la politique africaine d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas eu un ministre qui a dit ça n'est pas supportable, je vais démissionner, comme on avait pu voir dans le passé. Avec Chevènement. Il y a, les députés ont été mais vraiment très mous, et c'est le moins qu'on puisse dire. La première fois qu'on a parlé véritablement du Sahel à l'Assemblée nationale, c'était en novembre 2023, et il y a eu toute une longue après-midi consacrée au Sahel, et en fait il ne s'est rien dit.
C'était d'un ennui. Il y avait Catherine Colonna qui nous expliquait mais non, on n'est pas rejeté du Sahel parce qu'au Kenya, tout le monde nous aime bien. Oui, mais bon, voilà. Et donc, la société s'est pas rebellée par rapport aux erreurs qu'on était en train de commettre. Quand au mois d'août de l'année dernière, Macron a promis la guerre aux Nigériens parce qu'ils avaient fait un coup d'État et qu'ils ne se soumettaient pas à son injonction de remettre Mohamed Bazoum au pouvoir, le président déchu, personne n'a rien dit. On était 4, 5, il y a eu quelques journalistes qui ont fait un papier dans Libération pour dire que ce serait une grosse bêtise, mais personne n'a rien dit. Donc on a laissé passer toutes ces erreurs. Et aujourd'hui, 7 ans après, on paye aussi le prix, parce que si on avait regardé plus tôt ce qui s'était passé, peut-être qu'on aurait pu anticiper ce qui allait se passer. Et donc, suivre la politique au Sahel, c'est vraiment intéressant parce que c'est à la fois un portrait de Macron, c'est à la fois un portrait de ses méthodes et c'est à la fois un état de la France qui nous est donné dans ce livre. En creux, dans ce livre, il y a tout ça. L'état de la société française qui voit rien, qui est complètement aveuglé, qui n'a plus de contre-pouvoir, des médias qui ne sont plus des contre-pouvoirs puisque il y a eu très peu d'opposition, même lors de moments qui ont été terribles pour la France, comme la convocation de Pau, où Emmanuel Macron a convoqué les chefs d'État d'une manière tellement inélégante que ça a mis l'Afrique en feu, autant chez les chefs d'État que dans les populations. Il y a eu très peu de journalistes pour dire que c'était maladroit. Donc c'est aussi l'état de notre société française. Et moi j'ai des amis africains qui sourient en nous regardant aujourd'hui et en disant, tu sais Leslie, on a l'impression, nous en Afrique, que vous vous rapprochez de plus en plus de nos standards. Et en réalité, on est vraiment en train de se rapprocher des standards africains. Et encore plus depuis la dissolution, puisque maintenant, nous sommes rentrés on a ouvert une période d'instabilité politique. Et c'est une instabilité politique qu'on va, je pense, avoir à porter pendant un certain temps. En ce moment aussi, on nous dit encore que la dissolution a affaibli la France sur la question internationale, sur la scène internationale. Or, encore une fois, la guerre au Sahel, ça a été un laboratoire, si on peut le dire comme ça, parce que la France était affaiblie depuis son échec sahélien. Elle était affaiblie sur la scène internationale, parce que les Européens, comme les Américains, ont bien vu que la France n'était plus en capacité de gérer ni la guerre, ni les crises. Et ils n'avaient plus aucune confiance dans la gestion de la France. On l'a vu à de multiples reprises, mais on l'a vu surtout la dernière fois où ça a été vraiment très net, parce que c'est la première fois où ils se sont opposés frontalement, c'était lorsque Emmanuel Macron, sous couvert de la CEDEAO, voulait faire la guerre au Niger. Là, les Américains ont dit non, les Italiens ont dit non, les Allemands ont dit non. Et là, l'Algérie, pardon, j'allais oublier, l'Algérie qui a été la première à dire non. C'est vrai, j'allais oublier. Je ne peux pas oublier l'Algérie avec Magé. Donc, et à partir de ce moment-là, le divorce avec les Alliés a été entériné. Et aucune des décisions d'Emmanuel Macron n'était plus prise au sérieux. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez eu cette fameuse, tout d'un coup est sortie du chapeau, la nouvelle coalition anti-Hamas, après le 7 octobre, ça a fait un flop tout de suite, parce que tous les alliés savaient que ça n'avait pas de constance, ça n'avait pas de substance, c'était encore une Macronie. Donc voilà, lorsqu'il y a eu une nouvelle coalition pour l'Ukraine, c'est exactement la même chose. Il a dit, je vais envoyer des hommes en Ukraine, mais les Européens ont dit non, les Américains ont dit non. Mais avant ça, il y avait eu tous les épisodes sahéliens
qui avait montré l'incapacité française et l'incapacité de ce président à gérer des crises et à être constant et à être à l'écoute de ses partenaires, parce que ça compte aussi, et à avoir des relations aussi, des relations humaines avec ses homologues, parce que ça aussi, ça a compté beaucoup dans la suite de l'histoire. Comment on en est arrivé là? À mon avis, il y a plusieurs choses qui se sont mélangées. C'est-à-dire que il y a l'état de la société française où les experts ne sont plus écoutés, où il y a de plus en plus de relations, de copinage, de ce que voilà. Et c'est une situation, il y a un affaiblissement de la diplomatie, mais qui n'est pas nouveau, hein, qui date depuis 2005, avec l'arrivée de Douste-Blazy. En fait, c'est des couches qui se sont superposées. C'est-à-dire qu'il y a eu toutes les années sarkozystes, il y a eu les années Hollande, et Emmanuel Macron vient à la fin d'un cycle où tout s'est déjà véritablement affaibli. Mais Emmanuel Macron, de par son style inimitable, a porté tout ça jusqu'au point de rupture. Et c'est le premier président qui fait preuve, à mon sens, hein, d'une telle méconnaissance. Les autres ne connaissaient pas grand-chose, c'est vrai, Sarkozy, Hollande n'avaient pas une culture de l'Afrique, ni de l'histoire, etc. Mais c'est ils avaient encore des conseillers, il y avait encore des compagnons de route de leur parti avant qui pouvaient un peu les conseiller. Parce que Emmanuel Macron, qui est sorti de nulle part avec aucun ancrage territorial, avec aucun ancrage dans un parti depuis longtemps, n'avait pas. Donc il a fait une sorte de casting autour de lui. Et donc la première chose, ça a été, je crois, la méconnaissance. Et l'autre chose, ça a été l'hubris. Et donc cette espèce de mélange et de méconnaissance, ce mélange de méconnaissance et d'hubris a donné ce côté inimitable. De toute façon, il n'écoutait personne. Voilà, même ses conseillers qui les ont nommés. Même les conseillers qu'il a nommés, mais de toute façon, les conseillers qu'il a nommés étaient eux-mêmes. Les conseillers, c'est une catastrophe depuis des décennies, hein, de manière. Pardon. Alors, il y a une troisième chose qui s'est greffée là-dessus, c'est aussi, et qui date aussi depuis Sarkozy, cette troisième chose-là, c'est l'américanisation des esprits. Et cette américanisation des esprits amène à ne pas remettre les choses en cause. Et par exemple, quand Emmanuel Macron arrive en 2017 dans le Sahel, la situation est déjà... elle est déjà bien ensablée, sinon bien embourbée. On voit que de toute façon, on ne s'en sortira pas. Mais on ne remet pas en cause la guerre contre le terrorisme. Et là, ça, c'est nos process maintenant avec le retour dans le commandant intégré de l'OTAN. C'est les prothèses d'américanisation des esprits. Et puis la guerre contre le terrorisme, c'est bien, faut la faire. On a vu ce que ça a donné en Afghanistan, partout. Donc, et on a vu où ça nous a... Donc on y a bien contribué en envahissant et en détruisant la Libye. Voilà. Et voilà, et en Libye, ça, et en plus... le péché originel, quoi. Le péché originel, c'était le péché originel, c'était la Libye. Bien que... Ouais, il y en avait avant, mais celui-là, ça a été surtout la connerie majeure. C'est l'étincelle qui... Il y a eu deux conneries majeures, à mon avis. C'est en 2011, c'est la guerre en Côte d'Ivoire et la guerre en Libye. Et je pense d'ailleurs que ça a été... C'est de là qu'est partie la transformation du monde tel qu'on la voit aujourd'hui.
Et c'est depuis 2011, en fait. C'est depuis ces deux guerres. Tu as raison de souligner, de mettre en parallèle l'intervention française pendant les élections en Côte d'Ivoire et la destruction de la Libye, parce que la France a joué un rôle quand même majeur, hein, pour ne pas dire moteur, et prépondérant dans ces deux opérations calamiteuses. Oui, parce qu'on oublie, mais en 2011, quand il y a la guerre en Côte d'Ivoire, il y a la guerre en Libye, il y a les deux résolutions, là, 1973 et 1975, et là, on oublie quels étaient les questionnements de tous les pays du Sud, parce que jusqu'à présent, les pays du Sud ne disaient rien, laissaient les Occidentaux tenir et laisser l'hégémonie occidentale. Mais à partir de ces deux résolutions, la 73 et la 75, là, ils ont commencé à dire non, ça ne va plus, parce qu'en plus, on a dépassé les résolutions. On n'avait pas le droit d'arrêter Gbagbo, comme on n'avait pas le droit de tuer Kadhafi non plus. Hein. Ça a d'ailleurs finalement été élargi. Et ils ont élargi. Et je me souviens, dans les débats à l'ONU, les Indiens, les Chinois, bien entendu les Russes. L'Union africaine aussi. L'Union africaine, à l'époque, il n'y avait pas son mot à dire, mais qui a été outrepassé. Mais Jean Ping, qui avait fait un bon boulot à l'époque. Hein. Et donc, là, les pays du Sud commencent à se dire, non, ça ne va plus. Et donc, on est en avril 2011, et pour la Côte d'Ivoire, et en mars 2011 pour la Libye, me semble-t-il. Et là, quand arrive la guerre en Syrie, et que la résolution sur la guerre en Syrie arrive en octobre 2011, là je parle sous le contrôle de Michel. C'est mars 2011. Mars 2011 aussi? Non, le début du printemps arabe, oui. Mais la résolution c'est en octobre. En octobre. Je connais mes classiques. Alors là... Le double veto. Et là, pour la première fois, Russes et Chinois, ils mettent un double veto. Et c'est là... Moi, je date le changement du monde tel qu'on le voit aujourd'hui, qu'on parle d'un monde multipolaire. Alors après, on peut parler si c'est multipolaire, non polaire, etc. Mais le déclenchement de tout le tourbillon qu'on a cessé de vivre depuis 2011, c'est à cet instant-là. C'est octobre 2011. Et à l'époque, quand la France et les pays occidentaux, l'OTAN, sont intervenus en Libye, c'est quand il n'y avait pas de résolution de l'ONU, du Conseil de sécurité, qui exigeait expressément le changement de régime. Ils ont outrepassé. Ouais. Et à l'époque, Poutine, qui n'était pas président, c'était Medvedev, il a qualifié ça de nouvelle croisade. Et à partir de ce moment-là, la Syrie en a profité puisqu'elle a recueilli le double veto de la Russie et de la Chine. Et puis la France ne voulait écouter personne, ni les Africains, ni les pays du Maghreb. Vous voyez Donc, oui, c'est là où ça a commencé. Et puis les Touaregs, les groupes armés de la Libye ont déferlé vers le Sahel. Voilà, c'est directement. Vous voyez, oui, c'est vrai qu'il y a eu les largages d'armes, bien entendu, aux soi-disant rebelles qui étaient en fait des djihadistes. Il y a eu tous les Touaregs maliens et nigériens qui ont quitté Kadhafi on suppose, on n'a jamais eu la confirmation ni la lettre, mais on suppose par un deal fait avec les services secrets français en leur disant si vous quittez, si vous lâchez Kadhafi, parce que Kadhafi ne se rendait pas, hein, si vous lâchez Kadhafi, on vous donnera, alors quel était le deal, mais une sorte d'autonomie peut-être, et c'est là que les Touaregs sont entrés. Alors au Niger, ça n'a pas posé de problème, parce que les Nigériens avaient résolu leurs problèmes avec les Touaregs depuis 1992. Depuis, n'oublie pas que les Britanniques ont injecté, ont envoyé des islamistes qu'ils abritaient chez eux, et c'est eux-mêmes qui ont fait des attentats en Angleterre après, pour se venger des Britanniques, de Manchester et tout ça. Ah oui, je me rappelle des attentats. Donc, ils ont payé le prix en retour. Ils ont alimenté le terrorisme.
c'est-à-dire chez eux et en Afrique. Ouais. Parce que pour eux, c'est-à-dire un régime démocratique ne peut être qu'islamique. Et c'est ce qu'avait dit Juppé en 2011. Il a fait un colloque à l'Institut du monde arabe. Il a donné comme exemple l'islam turc. Voilà, c'est-à-dire l'islamisme est soluble dans la démocratie. Celui des frères musulmans. À l'époque. Ouais. Donc, il y a plein d'erreurs. Obama, il avait vite compris. Au bout de 3 mois, il s'est cassé. Donc, il n'y a que la France et l'Angleterre. Contrairement à Fabius, qui peu de temps après, mais enfin là, on va peut-être... oui, mais tout se tient, Dominique, tout se tient. Al-Nosra fait du beau travail. Tout se tient. Ah oui, mais ça, c'était... Et puis, Dieu sait quand même l'ambassadeur, excuse-moi, même l'ambassadeur français, François Gouillette, à l'époque, avant l'intervention en Libye, il a donné une intervention au Sénat. Il a dit attention, ne touchez pas à ce pays. Parce que j'y suis. Oui, mais Sarkozy l'a engueulé. Il dit soit vous dites vous êtes pour l'intervention et vous gardez votre poste, soit vous dégagez. Ouais. C'est Éric Chevalier, je crois, l'ambassadeur. Non, mais c'était en Syrie. Gouillette, c'était après, ils ont fait la même chose en Syrie. Juste un très bref commentaire. Je rappelle que on a expliqué que là qu'on était dans une saga particulière, la saga aux origines de la décomposition, dissolution de la Macronie et je dirais de l'ensemble de la classe politique française d'ailleurs en même temps. Mais ça s'inscrit dans un cadre plus large auquel d'ailleurs Michel et Majed ont déjà participé, que nous avons appelé la stratégie du chaos, et où les premières soirées, rencontres de commentaires de l'actualité ont eu lieu au moment où justement, dont on est en train de parler, c'est-à-dire juste après la Libye, la guerre en Syrie. On a commencé à ce moment-là et on n'a pas cessé depuis. Donc ça nous raccorde avec notre thème général de notre longue saga sur le chaos. Voilà. Mais alors ça, je voudrais dire un mot, parce que souvent on peut penser, et souvent d'ailleurs à juste titre, enfin je comprends que les gens se demandent si, au fond, Macron ne fait pas ça consciemment et qu'il n'y a pas une volonté de détruire ou la France ou les pays africains. Et en fait, et dans le livre, ça apparaît très très clairement, absolument pas. Il n'y a rien de conscient. C'est l'ignorance. C'est juste... Pas même machiavélique. C'est pas même machiavélique. C'est juste de l'incompétence à un point absolument stratosphérique. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un mélange de méfiance, de méconnaissance et un mélange d'hubris qui donne un cocktail détonnant. Mais à aucun moment, il a lui, il veut être le plus grand, il veut être le plus fort, il veut montrer que tout marche bien, quoi. Et donc, la manière dont il conduit les choses et qui donne tous ses essais, c'est pas volontaire du tout. C'est juste qu'il est incompétent et qu'il est arrogant et qu'il est dans un hubris. Et chaque fois, je l'ai dit après la dissolution, parce que ça me paraissait important, au Sahel, on l'a bien vu, chaque fois qu'il a été désavoué, il a pris une décision autoritaire. Mais parfois, sur des points de détail, par exemple, je vois, il y a 2 amis burkinabés qui sont là, ils vont s'en rappeler, il n'est pas content de quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il demande, mais tout de suite, on met Ouagadougou en zone rouge. On met Bamako en zone rouge. On met Niamey en zone rouge. On accuse Wagner. Ce qui signifie, c'est pas rien. Hein. On met en zone rouge, ça veut dire qu'il n'y a plus Air France qui arrive. Et suspension de l'aide au développement. Il n'y a plus Air France qui arrive. On coupe tout. Et c'est... voilà, tous les échanges sont stoppés. Et c'est une façon de punir. Alors, c'est des sanctions.
Mais sanction à l'encontre, le camarade a bien fait de rappeler ça, suspension de l'aide au développement, c'est l'équivalent à notre modeste niveau de l'exemple donné par le chef TEN américain. C'est la fabrique du et en terrorisme. plus à l'encontre des pays les plus pauvres du monde. C'est quand même non seulement absurde, incompétent, mais parfaitement répugnant. Oui, et par exemple, on peut prendre l'autre exemple, parce que au Niger, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de consulat. Le consulat est au Togo et il a fermé. Le lycée français a été fermé. Le lycée français, il est à Niamey depuis 67 ans, je crois. Oui, mais puis après, il va nous expliquer que c'est encore un coup des Russes. La preuve, comme il n'y a plus personne pour venir les aider, évidemment, tous ces pays demandent aux Russes et aux Chinois de venir les aider. Mais aussi, il y a les deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, au moment où il y a eu le coup d'État au Niger, il y a eu un coup d'État au Gabon. Ah oui, il y a eu le coup Il d'État a au dit Gabon. non, c'est pas la même chose. Ah non, mais c'est vrai, c'était pas tout à fait la même chose. C'était pas la même chose. Et d'ailleurs, il a reçu au Lingingema. Ça s'est vite arrangé au Gabon. Ça s'est très vite arrangé au Gabon. Et il a reçu à l'Élysée au Lingingema. Et ça, pour l'instant, ça ne pose aucun problème. Oui, moi je voulais, voilà, je vais continuer dans la ligne de ce qui a été dit précédemment. Je dois dire que j'ai trouvé d'emblée le livre, je l'ai lu en entier et avec attention. Et j'ai trouvé qu'il y avait d'abord un titre génial, Emmanuel au Sahel, ça fait bande dessinée, et c'est tout à fait ça, les histoires de Macron. Je me souviens, juste Oui. une courte incise, là, je ne sais pas si tu as regardé la vidéo de Zakharova, Oui. qui fait une allusion aux aventures d'Emmanuel, les films, Et Emmanuel, oui, c'est ça, les la films de- comédienne Sylvia Christel, qui va de l'un à l'autre. Oui. Et alors là, on a Alors- Emmanuel, mais avec un seul L, mais et sans eux, et qui poursuit ses aventures Mais au Sahel. j'ai trouvé quand même que le titre était génial en soi. Emmanuel. Alors évidemment, ça ne fait pas la génialité d'un livre, mais le livre est très intéressant. Je ne veux pas offusquer ton amour propre, mais quand même, je trouve qu'il s'est un livre très réussi et très intéressant. Je le lis d'une seule traite. Ça m'arrive pas souvent de lire un livre d'une seule traite. Et donc j'ai trouvé que c'était exact. Et pour l'expérience que je peux avoir à la fois théorique et pratique de pas mal de pays de la région, à la fois du monde arabe et de l'Afrique, j'ai été très frappé de l'exactitude et de faire tout ça d'un seul problème. Finalement, il n'y a pas un problème du Mali, un problème du Niger, un problème de la Mauritanie, etc. Il y a un problème collectif du Sahel qui est lui-même, qui va à l'encontre de l'unité de problème, va à l'encontre de l'option colonialiste, qui en général la théorie coloniale, qui veut qu'il y ait une espèce de frontière génétique entre le monde arabe, ou dit arabe, et le monde subsaharien, dit africain. Alors ça, je trouve qu'il n'y a jamais eu de frontière génétique entre les deux parties des continents africains. Au contraire, évidemment, c'est l'islam qui sert de lien, et c'est plus le Sahara n'est pas du tout une barrière. Le Sahara, c'est une zone de passage et de migration, comme on a pu le voir. Le Mali, c'est la prolongation du monde arabe. Absolument. Le Mali, c'est la prolongation du monde arabe, de même que le Niger, de même que le Tchad, certainement, par un autre côté, d'ailleurs du côté du Soudan, une espèce d'annexe du Soudan, et on voit que... Et alors, j'étais très frappé, heureux qu'on remarque une question de calendrier. C'est très instructif, les calendriers. Effectivement, en Côte d'Ivoire, j'avais repéré, je crois que je l'ai écrit quelque part, que c'est pas un hasard si tous les printemps arabes, pas seulement l'affaire libyenne, mais tous les printemps arabes ont commencé à la même époque. Et il y a eu toute une vague, ça a commencé le premier en Tunisie en décembre 2010, et ensuite il y a une petite vaguelette en janvier 2011, puis après, en 2011, en mars, alors il y a eu la Libye, et presque immédiatement, dans les mêmes jours pratiquement, l'affaire syrienne, qui a été un dossier clé dans toute l'évolution de la situation. Alors, donc c'est pas le hasard, en fait c'était une espèce de printemps arabe dans des pays qui sont pas réputés être du monde arabe en général, mais au fond c'est vrai qu'il y a du skitable, ça fait un peu une révolution de couleurs comme on a vu en Asie centrale, etc. etc. Alors ça, je pense que c'est très très juste de le remarquer, et qu'il n'y a qu'un seul problème, et que la technique est exactement la même, et que ça vise à la déstabilisation, à la destruction de tous les États, peu importe. Alors le fait que la France y ait été présente, elle a eu un rôle extrêmement malveillant dans tous les pays
sa puissance un peu, j'allais dire, diplomatique, non seulement les pays africains, mais elle a fait la même chose dans tous les pays arabes, où tout le potentiel est ruiné, le potentiel d'amitié et le potentiel diplomatique qu'il y avait, tout ça, parce que la France a été insupportable, donc, et je crois qu'il y avait un feu qui couvait sous la braise, un feu de révolte, et je crois que ça n'a fait que de l'exacerber, il y a eu une explosion. Ça s'est joint, je dirais, à l'échelle planétaire, à une espèce de révolte générale contre la domination de l'Occident. Ça, c'est très très net, continent après continent. Mais l'Amérique latine, disons, l'Asie centrale, l'Asie pas centrale, etc. Et le continent africain, exactement. Et alors le continent africain, évidemment, avec la spécificité que ceux qui ont porté le fardeau plutôt, je ne dirais pas que ce fardeau qui m'horripile, le fardeau finalement de l'homme blanc, je trouve que c'est cucul à praline, un peu comme truc, et puis ça n'a pas de sens, mais que c'est, disons, ce fardeau, finalement, ça a entraîné une révolte généralisée. Et la France en a été la première victime. Alors après, c'est vrai que Macron, qui est largement responsable de tout... Macron, c'est vrai que c'était... Moi, j'ai toujours comparé à un gamin qui avait eu un train électrique à Noël, comme on disait jadis, et qui voulait essayer tous les boutons, et puis se jouer avec, jusqu'à ce que le train se casse, et puis... bon, voilà. Oui, mais c'est un petit peu ça, quand même. Si je peux me permettre de te parce qu'il y a une chose intéressante, c'est-à-dire que il y a deux choses qui se sont cognées, télescopées, ça y est, je cherchais le mot, merci Maged. Il y a deux choses qui se sont télescopées, c'est-à-dire qu'il y a eu toute ce vent venu du Sud avec justement cette envie d'en finir avec la domination occidentale et la méthode Macron. Et donc en fait, il a accéléré, c'est-à-dire qu'on a vu l'accélération de l'histoire dans le Sahel a été inimaginable, c'est-à-dire qu'en 2 ans, entre, allez, même, on va dire, le coup d'État, le premier coup d'État au Mali, août 2020, jusqu'à septembre 2023, quand les soldats français partent du Niger, l'accélération de l'histoire a été incroyable. Mais vraiment, donc c'était... on n'en revenait pas nous-mêmes. Quand on suit les actualités tous les jours, quotidiennement, on n'en revenait pas de cette rapidité de l'histoire. Et c'est vrai que Macron, au fond, a rendu service quelque part aux pays du Sud, parce qu'il a été... tellement honni, mais en fait, il est honni et il a le même rejet là-bas qu'ici. Mais il a été tellement honni qu'il a permis à l'histoire de s'accélérer encore plus vite. Peut-être que si on avait eu un président très diplomate, si on avait eu un président qui n'agisse pas ainsi, l'histoire se serait faite, parce que de toute façon, et c'est bien normal que ces pays-là ne soient plus sous la coupe de la France, et c'est tant mieux, c'est le sens de l'histoire, mais ça serait fait d'une manière beaucoup plus douce. Moi, je voudrais reprendre mon propos sur Macron. Bien sûr que c'est un échec. Alors, c'est pas seulement l'échec de Macron, c'est l'échec de la France. Mais c'est dommage pour la France, parce que Macron, il s'en ira, il s'en va. Mais la France, elle va rester. Et elle va rester, elle perd progressivement tout son patrimoine, tout son potentiel d'influence internationale qu'elle avait sur le continent africain, par le biais de la francophonie notamment, et dans le Sahel et ailleurs, et puis dans les pays arabes, que ce soit d'Afrique du Nord, ou bien en Orient, il ne faut pas exagérer, faut pas en Liban, et en Égypte, et partout, dans tout, ça fait tout un ensemble. Alors, c'est dans toute cette immense zone que la France perd tout. Alors, il y a eu effectivement, Macron, moi je trouve qu'il est gravement responsable, parce que c'est vrai qu'il est arrivé là comme il a joué avec. Je sais pas s'il l'a fait. Poursuivi le travail de sape de ses prédécesseurs. Alors il y a eu trois sapeurs. Il y a eu d'une part Sarkozy, bien sûr. Ensuite il y a eu Sarkozy. Ensuite il y a eu Hollande. Et puis Macron, un numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il y a eu une espèce d'escalade dans l'incapacité et dans l'arrogance, je dirais,
dans l'arrogance qui est impressionnante. Et je crois que c'est devenu intolérable finalement, parce que encore Sarkozy avait une certaine malignité, puisqu'il réussissait à se faire financer ses élections et des tas de choses. Il a gagné d'ailleurs un bracelet électronique, je pense, comme récompense. Bon, après, en ce qui concerne Hollande, bon, il a gagné un certain nombre de kilos en trop. Et puis encore des ambitions qui sont toujours vivantes, la preuve puisqu'il réapparaît pour candidat à la députation. Mais et Macron est toujours là. Mais Macron, je pense que son avenir est ruiné. Je pense qu'il guignait d'être président de la Commission européenne après la belle Ursula. Mais je crois que c'est fichu. Bon, enfin, on n'en sait rien. En tout cas, je crois que ça, c'est il y a eu en commun chez tous ces présidents une espèce de comportement qui était détestable pour les Africains. C'était, je ne sais plus lequel des trois, qui disait que le président avait disparu. Oh bah tiens, il doit être parti réparer l'aspirateur. Oui. Non mais c'est odieux, quoi. C'est odieux comme mépris. De ce point de vue-là, il a largement dépassé ses prédécesseurs. Il a dépassé ses prédécesseurs, oui. Parce qu'il était en termes de morgue. Pour en revenir, représente. Là, il a fait très fort. Absolument. Non, mais il avait la morgue sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le vent du Sud. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que Macron n'a pas compris que le monde était en train de changer. Et en fait, il s'est comporté comme si la France était toujours une nation exceptionnelle et indispensable. Non, et ça, c'est fini. Et ça, nulle part, c'est possible aujourd'hui. Il a cru s'adresser à la jeunesse. Il a dit, la jeunesse me comprend, mais je ne traite pas avec les dirigeants. Et quand il a organisé... Quand il a organisé une conférence en France avec les organisations de jeunesse et tout ça, il a été insulté d'une manière par les jeunes. Mais non. Alors ça c'est quand... Mais attends, j'ai appris, il veut recommencer, c'est prévu. Ah non, ça c'est magnifique. Ça c'est la conférence de Montpellier. Il avait fait une conférence à Montpellier. Et cette conférence, il l'organise. Alors, il l'organise sans inviter les chefs d'État. Oui. Et il invite des pseudo-activistes, mais qui ont été choisis, qui ont été triés par les ambassades françaises. Et alors, c'est toujours des activistes, je ne sais pas où ils les trouvent, parce que moi, en Afrique, je ne rencontre pas des comme ça. Je rencontre des gens normaux, quoi. Mais donc, ils avaient trouvé quelques activistes, dont une qui avait un chapeau peul, vous vous souvenez? C'était une Burkinabé. Non, c'était une Malienne, oui. Mais ils avaient répété ensemble. C'était... Et les jeunes Africains qui sont venus là, ils ne sont pas venus là et ils n'ont pas dit tout ce qu'ils pensaient comme ça, et Macron a découvert. Non, ils avaient répété leur scène ensemble. Macron savait et ses conseillers savaient très très bien. Et cette jeune femme a dit devant toute l'Assemblée, la France ressemble à une casserole sale et il faut la récurer, sinon nous on mangera plus dedans. Et elle dit ça au président français quand même. Et lui, il est mort de rire. Et c'était, il y a une expression à la mode là en ce moment, c'est lunaire quoi. Franchement, c'était lunaire. Il a réussi à fâcher les présidents africains parce que les présidents africains en ont pris aussi plein la tête, et en plus à fâcher la jeunesse et à fâcher les Français, parce que voir son président se faire insulter et en plus il rigole, ça a l'air de lui plaire. Bon, c'était absolument le truc absolument raté. Mais et c'est là où c'est fou. Il n'a pas eu conscience que c'était raté. Parce qu'ils vont recommencer. Et ils vont recommencer où? La personne qui me dit ça l'autre jour, elle me dit, un sommet France-Afrique qui est prévu. Je dis, ah bon? Et où? Il me dit, à Montpellier. Je dis, non, on ne peut pas choisir Montpellier, parce que Montpellier, c'est resté comme un souvenir absolument terrible. C'est-à-dire que c'est ça, il fait des erreurs et il les recommence. Alors peut-être qu'il va trouver un autre format, peut-être qu'il invitera, mais les présidents africains... Maintenant, c'est un peu tard. Non, mais c'est dans son ADN, parce que quand il est venu au Liban, après la destruction du port,
En sauveur. Hein? Il est venu en sauveur. Oui, non, en plus, il a dit, je ne veux pas discuter avec la classe politique. Je veux discuter avec les ONG qui sont financées par la France et qui sont aussi corrompues que la classe dirigeante. Bon, Michel, tu vas continuer ton... Ah, je sais, non, bon, j'avais pas de... Mais peut-être que... Moi, je voulais juste ajouter une chose, pas du tout pour contredire tout ce que vous avez expliqué, notamment toi, mais il y a un élément que tu sembles oublier qui, pour des raisons personnelles et familiales, je connais très bien cette histoire depuis fort longtemps, y compris depuis l'époque, les fameux 10 années de gaulo-communisme honnis par d'ailleurs des gens qui sont très proches de Macron, comme Cohn-Bendit, donc notre gauche française, soi-disant. Et il y a un élément qui est quand même frappant avec Macron, qui le différencie complètement de ses prédécesseurs, c'est que lui, c'est quand même l'homme des États-Unis, assumé. C'est l'homme de Washington, clairement, de Washington et de Bruxelles, sachant que Bruxelles, c'est quand même la succursale numéro 1 de... Et il applique absolument et activement, pour se faire mousser, comme on l'a vu, que ce soit pour l'Ukraine ou encore dernièrement dans toutes sortes de circonstances, la stratégie de Washington. C'est ça qui est le plus frappant quand j'observe ça, car Washington, entre autres choses, les Américains ont imposé leur impérialisme hégémonique aux dépens des deux grands empires précédents, c'est-à-dire français et anglais. Et en Afrique, je parle sous le contrôle de Michel, tous les vieux connaisseurs savent que les Américains ont tout fait pour minimiser, surtout à l'époque de Gaulle, le rôle et l'influence de la France en Afrique subsaharienne et ailleurs. Donc le point qui différencie Macron des autres, qui était aussi lamentable à bien des égards, enfin ses prédécesseurs, et à mes yeux ça remonte déjà à Mitterrand. C'est pas particulièrement bon, l'hubris peut-être parce qu'il est plus jeune, etc. Tout ça c'est vrai, mais c'est surtout le fait que lui les Américains sont lâchés là. On y va à fond. Alors évidemment, Sarkozy s'y était prêté bien volontiers avec l'épisode libyen, mais si on observe ce qui se passe, y compris en Côte d'Ivoire, comme tu l'as raconté, ou dernièrement, un exemple frappant, c'est son voyage au Congo. Et l'espèce de conférence surréaliste qu'il donne avec Tshisekedi, où quasiment ils s'insultent mutuellement. Je sais pas, c'était il y a un an à peine ça. Et où Tshisekedi me dit, mais dis donc, et pour en plus soutenir le poulain des Américains, qui est Kagame, dans la région depuis longtemps, et qui est quand même le fauteur de troubles numéro 1 de toute l'Afrique centrale actuellement. Et qui est un agent formé, comme Macron, on pourrait dire. Lui, c'est juste un young leader. Un young leader, tandis que Kagame a été formé, on a les preuves par la CIA aux États-Unis. Hein. Donc, on voit bien que c'est ça qui le distingue particulièrement, à mon avis, des autres. Alors, attends, là, je veux répondre. Que Macron soit atlantiste n'a fait aucun doute. En revanche, dans le Sahel, je dis vraiment, alors là j'en suis sûre parce que je l'ai suivi quotidiennement, c'est son hubris. Et c'est pas sa position avec les Américains. Parce que même il s'est confronté aux Américains sur le Niger. Les Américains ne voulaient pas de la guerre. Et Macron a dit je veux faire la guerre. Et en plus il leur a dit vous n'êtes pas courageux, vous êtes des lâches, etc. Donc on est d'accord qu'il est atlantiste, on est d'accord que ses positions sur l'Ukraine, sur Israël, etc. Mais sur le continent africain, il n'était pas, et il n'a pas d'ailleurs très mal servi les Américains, puisque ces bêtises ont profité aux Russes et ont fait venir les Russes, ont permis aux Russes de venir, ce qui est quand même, ce qui n'a pas vraiment plu aux Américains, ça c'est une chose. Les Américains sont obligés de partir du Niger et les Russes sont au Niger à cause de Macron. Donc maintenant, les Américains se font très très attention. Justement, les Américains, les Italiens et les Allemands ne veulent plus
essaye de faire en sorte que la France n'ait plus aucune maîtrise d'aucun dossier. Oui, mais c'est ce que je te dis. Et oui, ça fait un moment que ça dure. Mais non, Macron mais non, a voulu, comme il est l'homme des Américains, il a voulu en rajouter. Sauf qu'il a merdé complètement. Non, mais parce que quand les Américains lui disent on va pas à la guerre, Macron il dit je veux quand même aller à la guerre. Les Américains avaient, y compris au Niger, avaient un compte, c'est un endroit où vous avez les bases les plus. Oui, mais justement. Ils voulaient absolument faire cette guerre-là et utiliser les Français comme supplétifs, comme ils ont fait depuis longtemps. Non, ça, sur la guerre qu'il a voulu mener en juillet 2023 et août 2023 au Niger, c'est c'est l'aspect tactique là, on n'est plus dans la stratégie. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est occasionnellement peut-être. Non, je veux dire que c'est pas aussi clair que ça, puisque là, à ce moment-là, Majed s'en souvient d'ailleurs. À ce moment-là, les Algériens vont aux États-Unis, ils discutent avec les Américains pour empêcher que la France fasse la guerre au Niger. Et c'est les Algériens, c'est les Algériens et au Nigeria, bien sûr, c'est les Algériens et les Américains qui ont négocié, et les Américains qui ont dit aux Nigérians de ne pas attaquer le Niger. Et c'est le veto américain qui a fait que les Nigériens ne sont pas partis. Donc, que Macron soit atlantiste, je veux bien, mais ça ne se passe pas toujours de cette manière-là. Ça ne colle pas, surtout en Afrique. Et encore une fois, les Américains et les alliés, les autres alliés atlantistes allemands et italiens, maintenant cherche à faire en sorte que la France ne s'occupe plus de rien dans ces endroits-là parce que elle a échoué. Pas seulement en Afrique. Et pas seulement en Afrique. Et il reste. Alors, il y a eu une nouvelle que je viens d'avoir juste avant d'entrer là. C'est que ça, c'est une nouvelle au Tchad. Alors. Le parquet national financier vient d'ouvrir une information pour poursuivre Mahamat Déby pour, alors je ne sais plus quels sont les termes, corruption, je ne sais plus, à cause des costumes qui se seraient achetés. Et donc, on voit bien là qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Ça fait penser au costume de Fillon, ça. Oui, voilà. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus parce que en ce moment, c'est extrêmement tendu. La France décide de réduire ses troupes. Mahamat Déby est en train de négocier aussi avec les Russes. Les Américains sont partis, ont enlevé, mais ils restent quand même dans de bonnes relations. Donc, qui veut que la France parte totalement du Tchad ? Qui a déposé cette plainte? Est-ce que c'est parce que forcément il y a quelque chose qui va se passer là. La France a complètement perdu la main, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Moi je pense que il y a une conjonction d'une volonté américaine de jeter les Français hors d'Afrique et du monde arabe d'ailleurs, qui date pas d'hier, bien sûr. Et Macron en a été l'agent conscient. Il a été formé, c'est l'homme de l'Amérique au départ. Mais il n'a pas été, non, c'est peut-être de mauvais choix, mais c'est mon point de vue, c'est mon point de vue et je le partage. Bon, mais disons, non, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, il n'a pas été le seul. Et les États-Unis ne sont pas le seul pays qui veulent éjecter la France. Je pense que tous nos amis et nos alliés européens rêvent d'éjecter la France pour que la France redevienne un pays quelconque dans l'Union européenne. Je pense qu'il y a une question de suprématie politique. On voit bien l'Allemagne demander sans aucune vergogne que la France partage son droit de veto au Conseil de sécurité avec les pays toute l'Europe, ou avec l'Allemagne au moins. Ça ne choque personne. Et je crois qu'il s'est prêté à toutes les manigances parce que pour satisfaire son ego. Mais je crois que c'est vrai qu'on connaît très bien les organismes qui ont financé Macron. Il y a un mot qu'on devrait signaler quand même, parce que c'est important dans toutes ces affaires de déstabilisation et de basculement de l'ordre du monde et de printemps arabe, de révolution de couleurs, etc., c'est le néoconservatisme, le courant néoconservateur qui est une forme de sionisme. Il y a le sionisme juif et le sionisme comme anglo-saxon qui sont liés au sein d'une même idéologie qu'est le néoconservatisme, qui date du temps de Madame Thatcher et de Reagan. Alors qu'il y a un volet politique et qu'il y a un volet mystique et messianiste qui entraîne de ça. Les fameux néocons.
Les fameux néocons. Oui. C'est pour le français, ça sert à quelque chose, c'est plus expressif que... Oui, il est en communication avec le bon Dieu. Oui, et tout il est en communication avec le bon Dieu. Ils ont une vue mystique de l'affaire. Et je pense que les organismes qui ont soutenu Macron, je pense qu'il y a, on dit l'Institut Jean Jaurès, il y a eu la fondation... il y a eu trois organismes qui ont... Juste une incise, une chose dont on n'a pas parlé et sur laquelle je pense que nous sommes tous d'accord, y compris en tant qu'autrice un petit peu occultée, c'est quand même qu'est-ce qui a soutenu, approuvé Macron massivement, y compris dans ses affaires africaines, jusqu'à maintenant. C'est la presse quasi unanime. Oui, mais c'est à titre unanime. La presse française, qui est quand même la plus répugnante, là, qu'on la plus répugnante, absolument. De notre génération, c'est ce qu'on a vu le pire depuis fort longtemps. Dans le soutien servile, et y compris s'agissant d'occulter justement ce dont on est en train de parler maintenant, c'est-à-dire les exploits de la saga de Macron au Sahel. Donc il y a quand même eu un soutien quasi massif. Hein. Oui. On se souvient qu'à l'époque de la guerre d'Irak, Koweït, etc., on avait quand même les restes du gaullisme avec Villepin, etc., qui faisait semblant de... C'était le chant du cygne. Oui, de couiner un peu. Et il y avait une partie de la presse qui s'en félicitait. Mais ça, c'est fini, là. On est vraiment... Et c'est là que je dis, c'est vraiment l'homme de l'impérialisme capitaliste américain. Il a été mis là pour ça, et on le voit particulièrement au niveau du fameux soft power des médias français, à quel point ils sont arrivés au degré zéro de la servilité. Je pense qu'il y a la conjonction en France, il y a une unanimité, il y a la conjonction des médias, c'est la presse la plus pourrie qu'on ait jamais vue depuis longtemps. Moi, ça me choque beaucoup. Enfin, la plus incompétente et la plus servile, oui, quand je veux dire ça, exactement. Et il y a ensuite tous les médias, mais il y a les intellectuels, les universitaires, les penseurs, les chercheurs, que ça va dans le même panier. Et le troisième volet du panier, c'est les partis politiques qui sont tous aussi lâches les uns que les autres. C'est la même classe dirigeante. C'est la même classe dirigeante. Non, mais si vous voulez, ça c'est vrai, c'est un débat large, on pourrait revenir là-dessus, mais si on reste focus sur l'Afrique et sur le Sahel, qui est quand même le sujet de ce soir, je pense que alors la presse, il y a eu quand même des papiers, il y a eu quelques spécialistes qui font des papiers très corrects, et qui ont c'est vrai que quand on suit l'affaire, on trouve des papiers corrects. Sophie Douce. C'est pas dans les médias lourds, c'est dans la presse. Oui, mais tu as Agnès Fèvre dans Libération, tu as Sophie Douce. Tu as parce qu'en plus, non mais attends, non, c'est vraiment honteux. Non mais la totalité de ce qui est publié dans Libération. Non. Attends, Dominique, excuse-moi. Dans Libération, Agnès Fèvre fait un très bon boulot et un boulot très honnête. Il y a Céliane Massé qui fait des papiers qui sont bons aussi, qui connaissent. Il y a Sophie Douce sur le Burkina, qui fait aussi, et qui est vraiment une jeune femme de terrain qui fait un super boulot. Vous pouvez lire ses papiers, vraiment. Donc là, sur notre sujet, c'est vrai, globalement, vous avez raison, mais sur notre sujet, sur ce sujet-là, je pense que la presse et les chercheurs ont été honnêtes, même si parfois il manque de courage. Je suis en désaccord total avec toi, mais enfin, voilà. Tu as le droit de penser ça. Même si parfois ils manquent de courage, ils l'ouvrent pas trop, ils disent pas, pas pour ces journalistes-là, hein. Elles font le job. Je remarque que c'est toujours des filles. La seule que j'ai vue faire seul le boulot, qu'on a reçu ici, il y avait toute la Côte d'Ivoire à Paris qui était là, c'était Fanny Pigeot quand elle a fait son bouquin justement sur le coup d'État contre Gbagbo. Oui, mais Fanny Pigeot, elle s'occupe pas du Sahel. Oui, elle travaille pas sur le Sahel. Là, on est en train de parler de l'Afrique. Oui, mais Fanny Pigeot, elle s'est occupée. Elle était sur la Côte d'Ivoire et le franc CFA. C'est pour ça que je te dis, c'est la seule, et c'est pour ça que je te dis que toutes tes copines, je suis beaucoup plus réservé que toi. Je les connais sur pas. À la fois leurs compétences et leur honnêteté. Alors, et en tout cas, leurs compétences, là, je suis plus que réservé.
je les connais pas personnellement. Moi je les connais, je connais quelques-unes. Je peux dire qu'elles sont freelance et qu'elles sont excellentes. Et c'est des freelances et qu'elles travaillent vraiment bien. Déjà, bref. Écrire dans Libération, c'est déjà oui, non mais Dominique, tu sais, disqualifié. il y a des journalistes qui ont juste besoin de manger. Et qui ont juste besoin de faire leur boulot. Libération ou les autres, hein, je te rassure. Voilà. Le Monde, qu'on appelle l'immonde, ou même le Diplo, je les connais tous très bien, personnellement. Mais, Dominique, ce n'est pas à ce niveau-là que l'opinion est formatée. Oui, tu as raison. C'est avec les médias lourds, les télévisions, qui sont la propriété de milliardaires qui s'en foutent de la... À commencer par Libération. Oui, Libération, elle fait partie d'un groupe. Et oui, mais après, tu as des journalistes qui ont besoin de manger, qui ont besoin de publier. Mais on les entend pas. Et qui sont courageux. Et que je peux dire là que être au Burkina Faso, elles étaient courageuses. Hein. Et elles sont restées jusqu'au bout, jusqu'au moment d'être expulsées, toutes. Hein. Elles ont été extrêmement courageuses. Et après, être au Niger, c'était pas non plus très facile. Les visas, etc. C'était pas facile. Et au Mali, maintenant, il n'y a plus personne non plus. Parce qu'on pourrait aussi parler des gens. Donc, moi, je les défends parce que, franchement, elles font un super boulot. Et après, il faut bien bouffer de temps en temps. Moi, je publie bien chez Max Milo parce que j'ai besoin de manger. Non, mais sur ce point, on est d'accord. Mais souviens-toi qu'à l'origine, et d'ailleurs on en a parlé, c'est très bien, on a évoqué le fait que qu'est-ce qui a permis tout ça, comment on en est arrivé là. Et si on fait vraiment un examen critique sérieux du corps social français, qui a quand même élu et réélu Macron, eh bien on observe que tout son appareil idéologique, et ça non plus ça ne date pas d'hier, a été absolument complice, et même activement complice. Oui, non mais ça... voilà, ça c'est un sujet, mais bon, c'est toujours difficile d'aborder les choses dans la nuance. Et voilà, il y a encore des corps qui vivent, il y a encore des choses qui se font, etc. Leslie, mais toi tu as écrit un livre sur la Côte d'Ivoire. Alors il y a des questions. Voilà, on va passer les questions. On va passer la parole au public, voilà. C'est animé. Alors, je ne sais pas, les questions. Approchez-vous, s'il vous plaît, parce que le micro est assez efficace, mais là, vous êtes un peu loin. Allez-y, voilà, c'est bon. Ok, merci bien. Bonsoir. Bonsoir, Leslie. C'est Patrice Eva. Ah, bonjour, Patrice. J'ai tenu à venir. Merci, c'est gentil d'être venu. Je suis là avec... Bonsoir. Avec Christy, aussi Dogbo qui vient de la Côte d'Ivoire. Vous êtes ivoirien? Oh, oui, on est tous ivoiriens. Et donc, je tenais à faire aussi une petite précision relativement à au fait que la classe politique perd la main. Et donc, quand j'entends aussi certains propos relativement au sommet Afrique-France qui s'est déroulé à Montpellier, où tout à l'heure c'est évoqué que les jeunes ont été triés à la volée et que ça a été préparé, tout ça a été fait. Ouais, aussi, ce sont des choses qui contribuent aussi à créer en fait l'écart aussi entre la jeunesse africaine et puis la France. Ça, c'est une réalité. Et ce sont des jeunes très intellectuels, voilà, qui aussi ont relaté par moments les réalités en fait que la jeunesse refuse de vivre avec la politique française en Afrique. Et donc qualifier cette réalité-là de théâtre, pour moi, c'est pas juste, et l'analyse n'est pas pertinente à la matière. Voilà. Pour nous, jeunesse africaine, quand on entend ça, ça constitue en quelque sorte aussi un manque de respect. Et donc on se dit qu'au-delà de la classe politique, aussi, la classe citoyenne aussi perd la main par moment. Voilà. On peut estimer que la classe politique a pris des décisions qui n'ont pas permis à cette France-là que nous avons tous connue quand on était petits, qu'on adoubait tous. Mais aujourd'hui, la réalité est telle que on est tous quand même déçus de ce comportement français dans la gestion des affaires au niveau de l'Afrique. La question de 2 poids 2 mesures que d'autres évoquent par moment. Ce sont des choses sur lesquelles il faut reclarifier les choses dans la conscience publique française, surtout citoyenne,
Voilà, les Africains n'ont aucun problème avec les citoyens français. Et ça, il faut arriver à faire la distinction. Et les Africains aujourd'hui pensent d'eux-mêmes. Ils connaissent aussi ce qui est bon pour eux. Et si la France aujourd'hui perd la main en Afrique, au niveau du Sahel et même au niveau de l'Afrique, je dirais au niveau des pays du Golfe, ça va venir si ce comportement continue. Ça va s'accentuer de jour en jour. Et donc, il est l'heure pour nous de recadrer les choses dans un débat beaucoup plus franc entre citoyens français et citoyens des pays africains, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique, il y a des Afriques aussi dans ce contexte-là. Donc, c'est de revoir ces choses-là. Maintenant, ma question que je voulais poser beaucoup plus aujourd'hui, nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, on a vu que, je ne sais pas si vous avez mentionné ça dans votre livre, il y a aussi au niveau du BIMA, vous savez que la force française qui est stationnée au niveau de l'aéroport, voilà, qui a réduit son effectif dernièrement. Donc, quelle analyse faites-vous de ce retrait-là, stratégique-là, en lien avec ce qui se passe dans le Sahel? Merci. Merci à vous. Bravo, merci. Premièrement, comme on dit en Afrique, il faut parler seulement. Voilà. Par rapport à votre question, par rapport aux jeunes qui se sont exprimés à Montpellier avant, je répondrai sur les militaires parce que c'est très intéressant ce sujet-là. Je ne dis pas qu'ils avaient tort de dire ce qu'ils ont dit. Je dis que cette mise en scène était très malvenue et que un chef d'État ne doit pas se présenter comme ça en spectacle avec comme s'il était dans un bar ou comme s'il était dans un maquis d'Abidjan à discuter avec et il est quand même le président de la France et c'est en ça que Montpellier a été une catastrophe. Pas sur les griefs qui lui étaient faits, à part que bon, le coup de la casserole sale, peut-être on peut l'éviter, quoi. Mais pas sur les griefs qui étaient faits, parce que ces griefs, on les connaît, et que la jeunesse africaine, et pas que la jeunesse d'ailleurs, parce que on parle souvent de la jeunesse africaine, mais en fait, je veux dire, même les vieux pensent la même chose. Hein. J'étais à Abidjan encore il n'y a pas longtemps. Non, parce que lui, il voulait montrer que les vieux, c'est... Oui, non, mais ils voilà. ont des idées, mais les jeunes, ils ont... Mais en fait, quand c'est... Toute la société africaine pense la même chose. Voilà. Alors, comme c'est des pays jeunes, ils sont portés par cette jeunesse et ils sont portés avec un sentiment d'aller vers l'avenir. Nous, on est des pays vieillissants, on a peur de tout, on est étriqués. Mais en Côte d'Ivoire, même les gens de 80 ans pensent la même chose que les jeunes sur la politique française. Oui, c'est exactement la même chose. Vous voulez préciser, pensent la même chose sur la France. Oui. Sur la politique française. Maintenant... sur ce qui est dit notamment par les généraux de l'armée. Il y a un rejet de la politique. Eux appellent ça un sentiment anti-français, ce que je ne dis jamais. Il y a un rejet de la politique française, donc il faut que les armées françaises soient moins visibles. Donc pour être moins visibles, on va être moins nombreux. Ce qui est, à mon sens, idiot. Où on reste pas, et si on reste, pourquoi on reste, et il faut mettre les moyens, sauf que si on veut rester, il faut avoir une stratégie, une vision, un cap, comme Macron ne cesse de le dire, sauf qu'il n'en a jamais, et il n'en a pas à proposer. Et aujourd'hui, on n'a pas de vision, on n'a pas de cap, on n'a pas de stratégie, donc on enlève, on dit pas on part, mais on garde 100 gars. J'ai vu ce qui vient de sortir aujourd'hui, c'est 100 personnes sur Abidjan, c'est-à-dire, c'est rien, pourquoi on reste, ça sert absolument à rien. Voilà, c'est 300 au Tchad, avec tout. Au Gabon, 120 ou 130. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment, ça sert à rien, peut-être juste à entretenir la base, parce que 120, ils peuvent absolument rien faire. Donc, ça, c'est stupide. Il faut les envoyer en Ukraine, tu as oublié. Oui, peut-être. Mais donc, ça, c'est un manque de vision. On n'a pas de stratégie. La France n'a plus de stratégie africaine. Donc maintenant, on a 100 gars. Ce qu'il faut que les Ivoiriens regardent, et moi, je vous
je vous convie à regarder cette question, en revanche, c'est que, étrangement, la France s'en va au moment où les Américains veulent arriver. Et les Américains sont en train de négocier. Et ils veulent absolument venir dans le golfe de Guinée. Ils savent que la Russie est dans le Sahel. Ils ne voudraient pas perdre le golfe de Guinée, qui est un endroit stratégique. Et donc, les pétroliers. Et les pétroliers, et puis voilà. Mais donc, ils ont commencé à négocier en Côte d'Ivoire. On avait parlé à un moment donné d'une base de drones, puisqu'il fallait quitter la base, ils vont quitter le Niger et essayer de mettre une base de drones en Côte d'Ivoire. On n'en sait pas plus, on n'a pas de feuille de route, on n'a pas de... Mais la France se retire et les Américains arrivent. Moi, c'est ce que je vois, et il faut voir combien ils vont être, s'ils vont mettre une aussi grande base à Abidjan qu'ils avaient à Agadez. Ça, je ne sais pas, mais je vous invite à suivre ça de près, parce que comme vous n'êtes pas sans savoir que vous allez avoir des élections en octobre 2025, et que la tension à Abidjan a déjà commencé, et que voilà. Et donc, ça, c'est une question que les partis politiques ivoiriens devraient regarder de près, à mon avis. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. C'est juste pour inviter à se poser question à soi-même. J'en pose beaucoup déjà. Oui, oui, mais parce que quand on parle de la France se retire, les Américains avancent leurs pions, moi je crois qu'une géopolitique et une diplomatie adulte, c'est celle de la réciprocité, donc de l'équité. Et on n'imaginera jamais se dire qu'il y aura des bases sénégalaises en Bretagne, et puis jamais, jamais. Et je crois que nous-mêmes, nous devons nous départir d'une sorte d'engrammage de notre psyché, de l'Afrique de manière infantile. Je sais bien qu'on ne sort pas du colonialisme si facilement. Il faut des siècles pour que l'onde de choc s'épuise et que les vraies forces ressurgissent. Mais je crois qu'en ce moment, il y a une accélération sur toute la planète. C'est une période de grande révélation. Et les Africains sont très largement adultes. Ils ont même des leçons, on a des leçons à prendre des Africains, je crois. Même si leurs possibilités matérielles, leurs infrastructures, tout est à revoir, et on sait que c'est l'héritage du colonialisme, ça. C'est un épuisement des forces vives, des terres, des âmes, une perversion de nos esprits, mais de leurs esprits aussi, en tout cas de certains, de croire qu'il faut ce compagnonnage infantilisant toujours. Et ça, je crois que ce sera toujours le germe de guerre, de corruption. Après tout, le chaos macronien, c'est peut-être une chance aussi. Je ne dis pas que c'est lui qui l'a voulu. Voilà, c'est tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, mais pas en parlant de pion. Alors, ma question, c'est pour peut-être continuer cette sorte de poussée du soupçon que disait Dominique. On a beau évoquer... c'est pas un soupçon en ce qui me concerne. Non, par rapport aux États-Unis, c'est pas un soupçon, non, mais... absolue certitude. Non, bien sûr. Non, mais je veux dire, pas se satisfaire. Absolument avéré, sourcé, tout ça. Non, c'est pas par rapport à leur influence, c'est plutôt par rapport à la façon de réfléchir à la question. Le soupçon dans l'explication. Je crois que l'explication presque psychanalytique de pulsion, d'hubris, bien sûr qu'elle a sa part à jouer, mais on n'est jamais seul. Je ne crois pas que Macron soit une sorte de tout-puissant, même dans ses folies, son échec. Tu sais, et donc, pas du, non, mais ma question, le contraire de non, bien sûr. Mais, mais ma là, question, on n'est pas d'accord. Ma question, c'est qui pousse au crime? Bien sûr qu'il y a les États-Unis, bien sûr, forcément, mais peut-être plus nommément, plus précisément, forcément, sa main, sa décision, sa voix sont ou bien ou dictées ou en tout cas copilotées. Ça arrange quelqu'un. Parce que par exemple, Bolloré, le voyou de l'Afrique, lui, je pense qu'il s'est retiré en grande partie, etc. Il peut très bien conseiller Macron pour être voyou à son tour, etc. Donc je pense que... Il n'est pas très copain. Oui, bien sûr. Mais on est copains quand... non, mais je veux dire, il n'a pas les mêmes intérêts. Tu sais qu'il y a des contradictions à l'intérieur. Alors
doit être très content. Alors, notamment de la grande bourgeoisie possédante, et donc Bolloré, il a un camp, Macron en représente un autre. Je veux dire, il a des sponsors dont ne fait pas partie Bolloré. Mais face au trésor, face aux zones d'intérêt économique et financier, je crois que les voyous s'allient, même momentanément. Ils sont en compétition. Mais là, ça voudrait dire que Macron, il a complètement raté ça. Et je ne crois pas que ce soit... En tout cas, moi, ça ne me satisfait pas. C'est-à-dire, je vois ça en profane, comme une enquête policière, et... Non, le crime, le mobile du crime n'est pas suffisant. C'est pas uniquement la pulsion. La pulsion, voilà. Comme c'est la thèse de Leslie. Je vous invite à lire mon livre, parce que lisez le livre. Non, je vous invite à lire mon livre, parce que je me souviens, la première lectrice a été la correctrice de Max Milo. Et qui connaît de mon éditeur qui est là devant, et Jean-Charles. Et quand elle a lu le livre, elle me dit je suis scotchée. Et en fait, c'est l'accumulation des fautes, c'est l'accumulation des erreurs. Et c'est cette accumulation, parce que au fond, je suis pas si méchante que ça dans mon livre. Je me trouve très mesurée même. Mais j'ai été vraiment mesurée. Mais en fait, c'est l'accumulation et des fautes. Et je décris les fautes les unes après les autres. Et c'est ce qui donne l'ensemble de l'histoire. Et si vous prenez les fautes les unes après les autres, vous vous rendez compte qu'il a été seul pour faire ça, seul ou avec sa petite équipe, et que vous ne mesurez pas le degré de médiocrité et de méconnaissance, d'inconnaissance et de médiocrité qu'il y a en ce moment à la fois à l'Élysée et à la fois au Quai d'Orsay, qui n'a pas eu son mot à dire. D'ailleurs, je l'explique dans le livre, le seul qui connaissait l'Afrique, Christophe Bigot, il n'était jamais questionné il était mis à l'écart, il n'était jamais questionné sur les affaires africaines. Les décisions se prenaient avec Franck Paris, qui n'est pas un grand connaisseur et un grand stratège, Emmanuel Macron et Alexis Kohler. Et parfois, par exemple, quand ils décident de suspendre Barkhane, ça a été terrible pour l'armée française. Il y aurait un mot à dire aussi sur l'armée française, parce que l'armée française, les militaires n'ont rien dit. Les militaires ont tout encaissé, parce qu'ils sont toujours pris, eux, dans un espèce de temps entre l'arbitrage sur leur budget, l'arbitrage voilà. Mais alors qu'ils avaient les moyens de dire. La seule chose qu'a fait le général Lecointre après ça, c'est de dire « je ne poursuis pas l'aventure, je m'en vais ». Mais vous mesurez pas, on voit du complot qu'on ne comprend pas, souvent. Et on voit la main de quelqu'un qu'on ne comprend pas. Mais quand on a suivi le Sahel, et il y a beaucoup de gens là qui ont suivi le Sahel, j'ai l'impression, quand on a suivi le Sahel pendant 7 ans, on s'aperçoit vraiment que c'est une suite d'erreurs et qui tiennent pour une grande part à la personnalité d'Emmanuel Macron. Au début du livre, dans mon introduction, je l'appelle le président qui ne sait pas qui ne sait pas. Et c'est une formule, d'ailleurs, qui est souvent reprise par les journalistes, parce qu'elle marque. Parce que le type prend des décisions sans savoir qu'il ne connaît pas le dossier. Quelles sont les conséquences ? Et sans mesurer. Il y a beaucoup d'inconséquences là-dedans. C'est un peu comme un adolescent qui prend des décisions sans mesurer les conséquences qu'il va y avoir. Quand il suspend l'opération Barkhane et qu'il ferme les 3 bases, Tombouctou, Tessalit, Kidal, c'est des conséquences en chaîne, parce qu'il y avait la MINUSMA à l'époque. Il met la MINUSMA, l'opération des Nations Unies, dans la mouise. Il met les opérations européennes, ECAP, EUTM, etc., dans la mouise. Ils ne mesurent pas tout ça. Et c'est à partir de là que les Maliens vont commencer à s'énerver. Et puis, finalement, Macron n'aura que d'autres solutions de dire qu'on part en février 2022. Mais quand il dit ça quand? Il dit ça tout seul à un journaliste dans un avion du JDD, dans un avion qui le ramène de je ne sais plus où. Il dit pas ça après avoir pris
les conseils de son chef d'état-major. Son chef d'état-major était même pas au courant. Donc c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de théorie du complot. Il y a l'hubris d'un président qui a été désavoué par la junte, par les Nations Unies, par la CEDEAO, puisqu'il voulait que le chef de l'État soit un civil, et que c'est Assimi Goïta qui a finalement été validé par la CEDEAO à ce moment-là. Et il est désapprouvé, et donc il réagit et il prend cette décision seul. Et ça, on a du mal à mesurer qu'un chef de l'État puisse prendre des décisions qui sont aussi graves, qui engagent des pays dans lesquels on était depuis 2013, qui engagent les militaires maliens, qui engagent toute une chaîne de commandement sans avoir pris l'avis des intéressés, et sans en parler même aux Maliens, et sans en parler aux autres Européens. Enfin, c'est extrêmement grave. Et donc là, il n'y a pas de complot, hein. Il y a un homme seul qui, dans un avion, prend une décision. Je vais passer la parole tout de suite à Michel, mais là-dessus, on est totalement d'accord, mais tu convaincras d'autant plus facilement tout le monde que c'est exactement ce qu'il vient de faire à son propre camp, à ses partisans, avec la dissolution. Mais voilà, il n'y avait pas un petit diable dans la pièce. Alors Michel, tu voulais... Oui, je voulais dire seulement que, absolument, c'est pas le numéro 1 dans la série. On disait qu'il y avait eu 3 chefs d'État qui avaient suivi le même parcours et la même attitude envers la diplomatie française, dont je serais quand même le défenseur, un petit peu, parce que c'est-à-dire, justement, mais quand on est le chef d'État d'une... Parce qu'il je ne crois pas que ce soit un grand chef d'État, Macron bien loin de là, mais lui, il croit qu'il est un grand chef d'État. Tu vois, peut-être pas le chef d'un grand État, mais un grand chef d'État. Alors, je pense que quand on est un grand chef d'État ou le chef d'un grand État, on ne casse pas la diplomatie de son pays comme ça, juste à un moment tel que celui-ci. Ça, c'est infaisable. C'est pourtant ce qu'a fait M. Macron, c'est pas le moindre de ses exploits. Ensuite, il n'est pas le premier dans la lignée. On parlait des 3 chefs d'État qui ont été la même série, la Sainte Trinité, si on veut, de Sarkozy, après Hollande, et puis enfin Macron. Le numéro 3, c'est le pompon, si on veut. Mais disons, ils avaient tous en commun, ça a été les premiers les 3 derniers chefs d'État ont eu en commun vis-à-vis de la diplomatie une méfiance extrême envers les gens du Quai d'Orsay, envers les diplomates, pour penser systématiquement, il le disait parfois, il les prenait pour des imbéciles, tous les diplomates. Et il pensait que eux, en 24 heures, disons, une brève apparition dans n'importe quel pays, ils avaient pigé tous les mystères du pays. Et chose que des diplomates, même qui étaient en poste depuis 5-6 ans, n'avaient rien compris. Et qu'eux, ils comprenaient mieux tout le monde. Donc, ils n'avaient pas besoin de conseils. Et donc, la meilleure façon de ne pas avoir besoin de conseils, c'est de ne pas les demander. Et de demander des conseils seulement à son entourage proche. Et en choisissant des gens qui eux-mêmes n'ont pas de connaissances. Comme ça, il était garanti. Théoriquement, il prenait des avis, mais des avis qui ne servaient à rien, puisque c'était des gens qui ne connaissaient pas la région. Et je crois que la technique, elle est en place depuis la fin du deuxième mandat Chirac. Oui, ça a été le début de la fin. Avec les 3 concepts de la diplomatie française, la souveraineté, le retour au bercail atlantique, le premier paradigme. Le deuxième, c'était la souveraineté européenne à la place de la souveraineté nationale. Et troisièmement, le mythique couple franco-allemand. Avec ces 3 illusions, qui étaient toutes des illusions illusoires, si on peut dire, oui, je crois que ça a été tous les 3 chefs d'État ont rivalisé de zèle, et Macron n'a fait qu'exacerber, parce que, encore une fois, moi je pense que c'est pas un homme très très intelligent, contrairement à ce qu'il pense de lui-même. Il n'est pas très habile, il n'a pas d'enracinement, il n'a pas de culture, il ne peut pas parler à l'armée, il n'a jamais fait de service militaire, même pas sous forme de coopération. Il n'a jamais fait de service militaire, il ne peut pas parler des affaires familiales, il n'a pas d'enfants, ni de petits-enfants. Non, mais c'est vrai, et donc il ne peut pas prendre de décisions sensées. Souviens-toi quand même qu'il a été élu et réélu. Ah oui, ça c'est le grand mystère du peuple français. C'est pas pour contredire ce que tu as dit, ce que tu viens de dire, je suis assez d'accord en fait. Oui, mais
cette espèce on va pas parler d'hubris, on va parler tout simplement d'un espèce de start-upper à la gomme, complètement abruti par l'idéologie actuelle, postmodernisée, mais qui est le meilleur de sa promotion. Oui, oui. Et à telle enseigne que non seulement... souviens-toi, on voyait déjà Fillon ou je ne sais plus qui était déjà quasiment président, ou Juppé, et puis paf, Macron, un peu comme on va voir Valls à la place de DSK qui était déjà pratiquement dans le fauteuil. Ça nous en dit long du corps social français, c'est là sur lequel je veux insister globalement, pas seulement... Bien sûr, j'ai chargé la barque pour la classe dirigeante au sens le plus large, c'est-à-dire y compris c'est l'armin servile de tout l'appareil idéologique qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais quand même, Macron a été élu, personne n'ignorait tout ce que tu viens de rappeler, Michel, à l'instant. Il a été réélu, et il a été réélu non pas parce qu'on avait été particulièrement satisfait des résultats, hein, je veux dire, qui que ce soit, y compris ceux qui ont voté ou revoté Macron, mais tout simplement parce qu'ils ont été effarés par ce qu'il y avait en face, qui était encore beaucoup plus calamiteux et qui était à l'image de l'état de délabrement général, de dissolution générale. C'est pas une dissolution seulement de la Macronie, de la France-Afrique, de tout ça. Tout ça, c'est quand même porté par un mouvement d'ensemble qui est d'ailleurs déborde la France. Et là, c'est pour revenir à notre chère idéologie de la stratégie du chaos. Eh bien, il y a une grande bascule qui est en cours et l'équilibre, le barycentre du monde est en train de se déplacer. Sauf que nous, du fait de notre propre responsabilité collective, nous autres Français, Européens, tout ce que tu voudras, il n'est pas du bon côté, quoi. Eh bien, non seulement on n'est pas du bon côté, mais on est entre le marteau et l'enclume. Oui. Parce que l'évolution actuelle des choses, y compris pour les Américains, ils peuvent s'en sortir, ils ont encore des ressources. Mais nous, on est vraiment dans la merde totale. Hein, c'est quand même ça qui est important d'observer. Voilà. C'était juste ce que je voulais ajouter. Je te laisse la conclusion, sauf s'il y a une dernière question. Allez-y, monsieur. Une dernière question, parce que... D'ailleurs, je suis content qu'il y ait des amis burkinabés, parce que j'ai passé un certain nombre d'années au Burkina Faso. J'ai une question pour monsieur également, et aussi pour vous-même déjà. Il y a eu pas mal de comparaisons qui m'ont semblé parfois un peu hasardeuses dans cette présentation orale, donc je serais heureux de lire votre livre et de voir un peu la réalité, parce que j'ai vu que vous étiez très nuancé, plus nuancé que votre camarade avec lequel... non mais ici vous êtes chez les Staliniens, manifestement vous découvrez des gens savent qu'ici sont chez Staline. Mais j'étais heureux de découvrir un certain donc l'art de la nuance, on le pratique assez peu. Un certain nombre de nuances. J'ai deux questions. Première chose, comment vous voyez qu'est-ce qui peut être sauvé selon vous? Parce que là, il y a un constat implacable. On est d'accord que finalement c'est un désastre. Ce désastre a commencé il y a 10-15 ans. Le septennat entre guillemets du président semble ne pas avoir porté ses fruits. Mais maintenant, on parle du Sahel, hein, évidemment, et de la France au Sahel. Qu'est-ce qui peut être sauvé selon vous? Parce que je vois que vous avez passé un certain nombre d'années auprès du président à le suivre, non mais autour de lui, dans son écosystème, vous avez quand même discuté avec un certain nombre... J'ai passé beaucoup de temps au Sahel. Mais vous avez discuté avec un certain nombre de ses conseillers, j'imagine. Bon, la question c'est donc qu'est-ce qui peut être sauvé? Non, selon vous, selon madame, à votre avis, qu'est-ce qui peut être un peu sauvé de ce désastre voilà. Fait et annoncé. Et monsieur, vous avez travaillé pour, je crois, pour... Africazi, c'est un magazine panafricain. Et qui est basé en France. Et je voulais savoir, parce que vous êtes algérien? Non, je ne suis pas algérien. Ah, parce qu'elle a fait référence à vous... parce que justement, non, parce que là, je rappelais... Mais il connaît bien l'Algérie. Vous regarderez la chaîne YouTube et vous en saurez plus. Mais quelle est la question? La question, c'est, et à vous deux donc, ou même à vous trois, le rôle de l'Algérie au Sahel. Alors ça, c'est pour moi quelque chose d'assez important, parce que, ayant passé un certain nombre d'années dans la région, c'est toujours la grande inconnue. Alors, c'est là où j'ai... Oui, c'est une bonne question, mais le seul problème, c'est qu'on arrive au bout. Je pense que c'est une excellente question, mais ça pourrait faire l'objet d'une soirée entière. Donc, est-ce qu'il y a un rôle à jouer dans les années à venir ou pas, selon vous, pour la puissance algérienne? Alors, je vais vous répondre sur la première question. Ce qui peut être sauvé, selon moi, ce qui peut être sauvé,
Et ce qui sera sauvé, c'est les relations entre les peuples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique. Il y a beaucoup de Français qui aiment beaucoup l'Afrique. Et je pense que ça, c'est nous, en fait, c'est nous qui allons... Voilà, et c'est nous qui allons... on va reconstruire ça ensemble. Parce qu'on continue à travailler. On et voilà. Et on est... Qui était la semaine dernière. Quand on est en Afrique, oui, il n'y a pas de différence entre l'Afrique et nous, finalement. Voilà, donc c'est nous qui allons... en fait, c'est nous qui allons le faire. Oui, mais nous, on n'est pas grand-chose. Non, moi, pas grand non, mais on va peut-être essayer. Ça me paraît une excellente conclusion. Attends, on va parler de l'Algérie. Ah oui, l'Algérie, pardon, excuse-moi. Bon, donc ça, c'est nous. On va reconstruire ensemble. Et ça va être une histoire de peuple, je pense. Et pas de dirigeants. Et il faut trouver les clés de ça. Mais on va les trouver parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de chercher en ce moment. Donc ça, je pense, ça c'est la première chose. Mais je pense aussi que pour reconstruire les choses, il faut attendre que ce président-là parte. Parce que il a été tellement loin, les relations ont été tellement tendues qu'on ne pourra pas reconstruire vraiment quelque chose tant qu'il sera là. Avec un autre président, on peut essayer de... Oui. Voilà. Mais, pour voir la suite. Voilà. Pour l'instant, c'est ça. J'invite à la plus grande prudence. Sur l'Algérie, je pense la même chose que vous. Pour moi, c'est la grande inconnue. On dit énormément de choses sur Iyad, notamment, sur ses liens avec l'Algérie, etc. Bon, j'ai jamais vraiment eu les clés. Donc, je suis dans le même blackout que vous. Je laisse Majed, qui connaît beaucoup mieux l'Algérie que moi. Écoutez, là, je vous raconte une anecdote pour comprendre le rôle de l'Algérie. Avant d'attaquer la Libye, Juppé s'est rendu en Algérie. Et les Algériens lui disent surtout ne faites pas ça. On connaît l'Algérie. On connaît la Libye. La Libye nous emmerde beaucoup. Mais si vous touchez à ça, il y aura le chaos généralisé. Vous voyez? Et Juppé, qu'est-ce qu'il retrouve? Ah, vous avez peur de la révolution. C'est textuellement. Il dit, si on avait peur de la révolution, on n'aurait pas fait la révolution contre la colonisation française. Vous voyez, donc, et il s'est trouvé que l'Algérie... À l'époque, pour les plus jeunes, je rappelle qu'on parlait des révolutions arabes. Voilà. Oui, bien sûr. Et le résultat, c'est que une attaque terroriste d'une grande ampleur a été menée par les rebelles libyens, les révolutions contre l'Algérie. Il y a eu une centaine de morts. Celle sur le site pétrolier. Voilà. Là, pour l'Algérie, c'est-à-dire ça, elle tient beaucoup à son indépendance, à sa souveraineté. Donc elle sait que pour protéger sa souveraineté, elle doit se munir d'une force pour la protéger. Un État sans force armée, sans consensus populaire, parce qu'il y en a sur ce côté, vous voyez, il y a un sentiment national très développé. Donc, et puis elle propose toujours ses services quand on le lui demande. Par exemple, entre le Shah d'Iran et l'Irak. Bien sûr, les accords d'Alger. Elle a joué un rôle d'intermédiaire. C'est grâce à l'intervention d'Algérie, même avec, si vous vous rappelez, les otages de l'OPEP, l'avion de l'OPEP, avec Carlos et tout ça, c'est l'Algérie qui a joué un rôle. Même avec les otages américains en Iran, c'est à travers l'Algérie. Le Mali a demandé aussi d'intervenir. Il y a eu les accords de Bamako et d'Alger. La France les a combattus. Non, pas la France les a combattus. Non, les accords d'Alger, la France, elle poussait derrière. Non. Ça, s'imagine. Non. Ça, j'en suis certain. Elle les a combattus. Je pense qu'on peut planifier pour la rentrée une rencontre autour de cette thématique, parce que c'est une excellente question, mais il faudrait vraiment beaucoup de temps pour essayer de développer l'ensemble des contradictions qu'il y a là derrière. Moi, je pense que je vais dire deux choses sur le rôle de l'Algérie. On va lui laisser la conclusion. Je pense que pour l'Algérie,
non seulement les pays... Il fut un temps pas si lointain où tous les responsables français, notamment les militaires, pensaient qu'on ne pouvait pas arriver à résoudre des problèmes africains de défense, de terrorisme, etc., sans la participation hors de l'Algérie. Parce que l'Algérie était très chatouilleuse, qu'elle en faisait une question de souveraineté, etc., etc. Et je laisserai la parole à M. Jean Ping, qui était le président de la Commission de l'Union africaine, et qui disait textuellement... on ne peut pas envisager sur le continent africain, ou notamment dans la région du Sahel, de régler un conflit quelconque sans la participation, sans le rôle de l'Algérie. Oui, c'était ça le rôle central. Oui, mais l'Algérie, là, qu'est-ce qu'elle fait là sur le Mali? Non, je vais vous dire, pas sur le Mali. Bon, mais en deux mots, hein, parce que là, on arrive... En deux mots, quand il était question de mobiliser les Africains pour attaquer le Mali, le Niger. Oui, l'Algérie est venue, mais là, sur le Mali, Mali. Oui, mais même le Mali, c'est-à-dire, on n'intervient pas. C'est l'affaire des Maliens. C'est l'affaire des Maliens. C'est l'affaire des Burkinabés. On n'intervient pas. Nous, on peut aider à résoudre le problème. Et puis, ils ont consacré 10 milliards pour le développement de ces pays. Quand même, ils ont effacé la dette de ces pays. Pour conclure là-dessus, je parle sous votre contrôle, mais à ma manière autoritaire que vous connaissez bien, mais comme je connais assez bien aussi la question, est-ce qu'on peut dire, pour répondre à monsieur, que l'Algérie s'implique au-delà des aspects diplomatiques pour lesquels elle a une autorité, je finis la phrase, s'implique quand ses intérêts, elle juge que ses intérêts sont directement impliqués. Ça a été le cas au sud du Sahara, avec la Libye, mais aussi au Sahel, Mali, Niger, etc. Ses intérêts étaient directement impliqués, et là, elle a défendu ses intérêts propres. Est-ce qu'on est d'accord sur cette conclusion? Oui, ses intérêts, bien sûr, c'est la première des choses, c'est de défendre ses intérêts. Si on ne défend pas ses intérêts, voilà. Il faut défendre quoi? Parce que je vous dis que 40% de l'armée algérienne s'était mobilisée sur les frontières. Il y a eu fermeture des frontières, donc il y a eu arrêt des échanges commerciaux entre le Sahel et l'Algérie. L'Algérie a beaucoup perdu. Voilà, il y a eu des problèmes à l'intérieur. Bon, rendez-vous est pris pour développer cette excellente question de monsieur. Là-dessus, bravo. Merci. Bravo Leslie, bravo à tous. Et alors...